Comment, pour le simple quidam qui passe en cette rue aujourd'hui, imaginer qu'ici, cette porte s'est un jour ouverte sur l'au-delà? Certains affirmèrent qu'il était possible de dialoguer de différentes manières avec les esprits. Médiumnité, coup frappé sur des objets, voix venue du fluide invisible des esprits. Bien avant le spiritualisme et le spiritisme, la pratique des tables tournantes est connue depuis la nuit des temps. Voici comment, à l'époque de Kardec, se déroulait une séance spirite. Rien n'a vraiment changé. Peut-on communiquer avec les esprits? À Paris, un personnage énigmatique va l'affirmer. Il s'appelle Allan Kardec, et ce qu'il va réaliser va bouleverser toutes les croyances de chacun. Kardec meurt le 31 mars 1869. Et c'est le début d'un engouement et d'un mouvement qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Au milieu du 19e siècle, Kardec crée à Paris le spiritisme. Peut-on communiquer avec les morts? Cette affaire est l'une des plus mystérieuses de Paris. Si on veut découvrir la vérité, c'est ici qu'il faut enquêter. Je m'appelle Jean-Marc Léry. J'ai passé ma vie à décrypter l'histoire de Paris, à en étudier les secrets, à parcourir le dédale de ses rues. Paris garde depuis des siècles des mystères. On classe souvent ses affaires dans le surnaturel, les mythes ou les légendes, les croyances populaires. Il n'en reste pas moins qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des faits, des concordances, des témoins de bonne foi. Historiens, scientifiques, investigateurs divers et autres policiers n'ont pu les résoudre. Il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles et d'approcher au plus près de leur vérité. Voici Paris tel que vous ne l'avez encore jamais vu. C'est dans le plus grand cimetière parisien que débute notre enquête. Un lieu peuplé de secrets et d'énigmes, le Père-Lachaise. On y trouve la tombe d'un des personnages les plus mystérieux de Paris, Allan Kardec. Kardec a créé un mouvement, le spiritisme, fondé sur l'idée que l'on pouvait communiquer avec les esprits. Sa tombe est la plus visitée du cimetière du Père-Lachaise. Le monde entier continue de venir le voir presque 150 ans après sa mort. Établir un contact avec l'au-delà, pouvoir entrer en communication avec les morts. Les affirmations d'Allan Kardec fascinent toujours autant aujourd'hui ceux qui croient en ses préceptes. Et si c'était vrai? Allan Kardec a-t-il vraiment trouvé le passage pour communiquer avec les morts? La réponse se trouve ici, à Paris. Pour mieux comprendre toute cette histoire, il faut remonter quelques années en arrière. Tout commence aux États-Unis
avec la naissance du spiritualisme dans les années 1840. Ce mouvement va se développer avec les sœurs Fox. Durant la nuit du 31 mars 1848, dans une petite ferme à Hydesville, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York, Margaret et Kate, filles du pasteur David Fox, entrent en contact avec un esprit. Cette entité se manifeste en frappant des coups sur les murs et en soulevant les pieds des tables. Les événements de Hydesville sont retentissants. Ils donnent naissance à un véritable phénomène de société qui traverse l'Atlantique. On communique avec les esprits lors de séances de tables tournantes dans lesquelles les médiums sont des passeurs, des transmetteurs. Quand le spiritualisme arrive à Paris, tout auréolé de la légende des sœurs Fox, il va intéresser un petit professeur du nom d'Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail a alors 50 ans. Il donne des cours de chimie, de physique, d'anatomie et d'astronomie. Il est l'auteur de plusieurs manuels de sciences à l'usage scolaire. Il s'intéresse au somnambulisme, au magnétisme et à l'hypnotisme. 2 sentiments animent Rivail: le progrès scientifique du XIXe siècle et l'explication des phénomènes occultes. Des amis lui parlent un jour du phénomène des tables tournantes. Rivail est intrigué. Il dévore les comptes rendus sur la question. Peu à peu, la passion le gagne. C'est ici que tout a commencé. À 2 pas de l'opéra et des grands magasins comme le Printemps qui ouvrira 10 ans plus tard. En 1855, Rivail rencontre un magnétiseur, un certain Fortier, qui l'emmène chez Madame de Pleine-Maison, un mardi à 20h, au 18 de la rue Grange-Batelière. Madame de Pleine-Maison est connue pour organiser chez elle des séances où l'on communique avec les esprits. Pour Rivail, c'est la révélation. Il entre en communication avec un esprit dénommé Zéphir, qui lui donne pour mission de se faire le porte-parole des trépassés. Il abandonne alors même son nom de Rivail, puisque l'esprit lui révèle: nous vivions tous 2 ensemble il y a bien longtemps dans les Gaules, nous étions amis, et tu t'appelais alors Allan Kardec. Mais comment marche cette communication avec les esprits? Comment font les médiums pour parler aux défunts? Est-ce de la transmission de pensée? Alors il y a des explications un peu plus sophistiquées de la façon dont fonctionnent les médiums. On pense que le phénomène médiumnique serait plutôt une capacité du médium à aller lire dans l'esprit, dans l'inconscient des personnes qui sont autour de lui. Ces expériences que certains psychanalystes, certains psychiatres ont vécues avec leurs malades. Ces phénomènes qui existent, qui sont enregistrés bien au-delà du spiritisme, hein, parce qu'on les trouve dans toutes les civilisations, toutes les sociétés, et ça reste aussi très actuel. Le spiritualisme est né aux États-Unis avec les sœurs Fox. Il s'exporte à Paris avec Allan Kardec. Il nomme ce mouvement spiritisme. Kardec développe cette doctrine et affirme que l'on peut communiquer avec les esprits. Certains spécialistes considèrent aujourd'hui que le spiritisme est la 4e religion révélée, après le judaïsme, le christianisme et l'islam. S'il faut définir de façon très simple le spiritisme, nous dirions que c'est une philosophie de vie dont l'objectif est l'amélioration de l'individu. Allan Kardec a écrit plusieurs ouvrages
Et le plus connu d'entre tous, c'est le Livre des Esprits, paru en 1857, dans sa première édition. Il y a eu beaucoup d'éditions depuis, bien sûr. Kardec lui-même en a supervisé 4. Il contient 1058 questions dans sa dernière édition. Et ce livre était très populaire, a été traduit dans de nombreuses langues. À Paris, le spiritisme va prendre son essor. Le 1er janvier 1858, Kardec crée la revue Spirit, Passage Sainte-Anne, au 59 de la rue Sainte-Anne, à son domicile. Il y publie des messages d'esprits illustres, tous siècles confondus, ainsi que des témoignages d'inconnus. La revue est un succès. Il fonde 3 mois plus tard la Société des études spirites. Des réunions spirites ont lieu au 8 rue des Martyrs de la mi-octobre 1857 jusqu'au 1er avril 1858. Comment, pour le simple quidam qui passe en cette rue aujourd'hui, imaginer qu'ici, cette porte s'est un jour ouverte sur l'au-delà? Certains affirmèrent qu'il était possible de dialoguer de différentes manières avec les esprits. Médiumnité, coups frappés sur des objets, voix venue du fluide invisible des esprits. Bien avant le spiritualisme et le spiritisme, la pratique des tables tournantes est connue depuis la nuit des temps. Voici comment, à l'époque de Kardec, se déroulait une séance spirit. Rien n'a vraiment changé. De jour ou de nuit, un petit groupe de personnes connues de vous, amis, relations, parents, pas plus de 6 ou 7. Cachez les miroirs à l'aide d'un voile. Veillez à l'obscurité de la pièce. Lumière tamisée. Bougie. Une petite table ou un guéridon. Posez les 2 mains sur la table, mais très légèrement. Une personne va conduire la séance du début à la fin. Si l'intention est de convoquer un esprit bien précis, pensez très fort à cet esprit en ayant le désir de sa manifestation. Silence absolu. Attendre. Invoquez cet esprit. Esprit, es-tu là? Léger soulèvement de la table ou mouvement circulaire. Si quelque chose tourne mal, vous angoisse brutalement, arrêtez aussitôt. Les tables tournantes font tourner les têtes du tout Paris. De nombreuses personnalités de la communauté artistique et littéraire sont séduites par le mouvement. Beaucoup d'entre elles vont pratiquer des séances de spiritisme pour entrer en contact avec les morts. Le dramaturge Victorien Sardou s'essaie à la peinture médiumnique car il est convaincu que le céramiste de la Renaissance, Bernard Palissy, lui tend invisiblement la main. L'écrivain Théophile Gautier écrit des nouvelles autour du spiritisme. L'astronome Camille Flammarion fréquente le fantôme de Galilée. En 1887, tandis qu'il crée le personnage de Sherlock Holmes, Conan Doyle organise chez lui des séances de spiritisme. Mais le plus célèbre adepte du mouvement lancé par Kardec, c'est lui, Victor Hugo, l'immense écrivain, l'une des plus grandes personnalités du XIXe siècle. Sa maison, qui se trouve place des Vosges, au cœur du Marais, existe toujours. En exil,
et entouré de sa famille et de ses proches, Hugo se lance dans des séances de table tournante. Cela ne marchera pas au départ. Puis un jour, après plusieurs tentatives infructueuses, la table enfin parle et tout le monde reconnaît dans l'esprit qui s'annonce Léopoldine Hugo, la fille de Victor Hugo. Léopoldine est morte 10 ans plus tôt, quelques mois après son mariage, en se noyant dans la Seine lors d'une promenade en bateau avec son mari, qui l'accompagnait dans la mort. Et voilà. Et donc c'était un traumatisme terrible pour Victor Hugo. Donc c'est un choc vraiment qui électrise toute la famille. Et à ce moment-là, ça va déchaîner une folie pour les tables parlantes. Et on va faire des séances de spiritisme toutes les nuits, voire même dans la journée. Et on va avoir ainsi une production de textes tout à fait sidérant. Tu me parles du fond d'un rêve comme une âme parle au vivant. Comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Hugo semble se perdre dans le spiritisme, toujours à la recherche de sa fille chérie. Léopoldine n'avait pas encore 20 ans. Pour les cercles spirites qui se constituent, le fait qu'une personnalité aussi importante que Victor Hugo ait pratiqué le spiritisme et fait parler les tables était quelque chose d'extrêmement important. Et on a dans la revue d'Allan Kardec plusieurs articles consacrés à Victor Hugo. Le mouvement s'amplifie. À l'image de Victor Hugo et des siens, tout Paris veut faire tourner les tables. Kardec est salué comme l'élu de Dieu. On veut le voir, on veut le rencontrer, on veut l'entendre. On lit Kardec dans les chaumières et les palais. Les disciples se multiplient. Kardec irradie. Kardec semble avoir reçu une mission quasi divine. Napoléon III le fait venir aux Tuileries pour s'entretenir avec lui. Kardec pense que l'idée spirite peut devenir la croyance universelle. Les idées de Kardec se propagent dans le monde entier, et notamment au Brésil. En France, le spiritisme, lorsqu'il a commencé à être propagé, était plus l'apanage de l'élite intellectuelle, de la science. Et il y a eu toutes ces phases d'expérimentation, d'investigation. Et il y a au Brésil une approche qui était très différente. Au Brésil, c'est surtout par la mise en œuvre de l'aspect moral que le spiritisme s'est propagé. Et puis il faut savoir que c'est le pays qui connaît le plus de spirites, avec un nombre compris entre 3,5 millions et 4 millions. Le fait également que, à cause de l'immense pauvreté qui règne dans ce pays, la charité morale organisée par les spirites a tout de suite trouvé un creuset extrêmement réceptif. Kardec meurt le 31 mars 1869 et c'est le début d'un engouement et d'un mouvement qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Paris nous en apporte toujours la preuve. De nombreux adeptes brésiliens viennent régulièrement se recueillir devant la tombe d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise. Kardec disparaît, mais de nombreuses mystifications vont être mises au jour autour de séances de table tournante. Margaret Fox, l'une des deux sœurs Fox, se repent à la fin de sa vie et avoue sa supercherie dans un long article paru dans un journal américain. Malgré cela, beaucoup refusent de la croire et le mouvement perdure. Daniel Douglas Home, célèbre médium adulé à cette époque, est à son tour démasqué au cours d'une séance devant l'impératrice Eugénie. Tout comme l'italienne Eusapia Palladino ou la russe Elena Blavatsky, toutes les deux coqueluches des scientifiques et des cours européennes. Les mythes s'effondrent.
L'illustre Méliès, prestidigitateur et futur pionnier du spectacle cinématographique, est appelé comme expert. En tant que spécialiste des trucages et de l'illusion, il révèle comment les expériences des spirites ne sont que de pure mascarade. Spiritisme, médiumnité, voyance, somnambulisme, prestidigitation, c'est la confusion. Il n'y a plus de frontière entre l'expérience scientifique et les tours de magie. Mais quel rôle a joué Kardec dans tout ça? En 1835, la ville de Paris avait attribué une concession à un certain Lacaze, physicien, prestidigitateur, qui vendait dans une boutique toutes sortes d'accessoires de physique et de magie. Après la Révolution de 1848, il ouvre une petite salle au Carré Marigny, proche des Champs-Élysées, et présente des spectacles de physique amusante, fantasmagorie et curiosité, dans lesquels il convoque déjà les esprits frappeurs bien avant l'arrivée du spiritisme. D'abord appelé le Château d'Enfer, sa salle sera connue comme le pavillon Lacaze ou la baraque Lacaze, avant de devenir en 1865 les Folies Marigny, puis le Théâtre Marigny. Et Kardec était aux premières loges. Quand il s'appelait encore Rivaille, il a été employé par Lacaze comme régisseur au Carré Marigny. Il était donc forcément au courant des astuces des magiciens. Il connaissait tous les dispositifs utilisés dans ces mises en scène destinées à faire illusion. Ce serait sans doute là l'une des clés du mystère. Reste une question. Pourquoi cette passion folle pour le spiritisme? Les réponses sont nombreuses. L'époque s'y prêtait, on y croyait. En cette moitié du XIXe siècle, on cherche à répondre à l'angoisse de l'existence. On commence aussi à maîtriser l'électricité qui permet de faire apparaître ce que l'on prend pour des visions. Tout s'est brouillé entre croyances diverses, progrès scientifiques et phénomènes de foi. Peut-être Rivaille y a-t-il cru de bonne foi? Peut-être s'est-il perdu dans un mensonge? Qui sait? L'engouement autour d'Allan Kardec traduit le goût et la fascination pour le monde de l'au-delà. L'enquête dans le monde du spiritisme a permis de lever certaines zones d'ombre. Mais il existe d'autres mystères de Paris. Les indices et les clés de ces énigmes sont à chercher dans des livres anciens, dans des bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris ou dans les sous-sols d'un bâtiment. Parfois, à la lumière d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant les documents, les archives, les témoignages. Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.